Aujourd'hui, en Europe, on importe 80% de biens et de services numériques depuis les États-Unis. Je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, d'organiser davantage d'autonomie ou en tout cas de se dire qu'on a le choix. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Pas de long discours, aujourd'hui mon intro tient en un seul mot, Mistral. Je reçois Mistral dans Changement d'époque. Alors, comme je n'ai pas toute l'équipe en studio, je vais quand même vous présenter un tout petit peu mon invité et introduire la conversation. Audrey Herblin-Staupe, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes vice-présidente en charge de la communication et des affaires publiques de Mistral depuis bientôt 2 ans, donc ça veut dire à l'échelle de l'entreprise quasiment depuis le début. Vous connaissez bien le monde de la tech en France et en Europe parce que vous avez passé notamment plus de 7 ans chez Twitter avant cela. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 2025 n'est pas terminé, mais déjà, quelle année pour Mistral? Faire la liste des sujets à aborder avec vous, c'est un peu réaliser que le temps ne s'écoule pas de la même manière chez Mistral que dans le reste de l'économie. On va revenir ensemble sur les grandes annonces des derniers mois, on va parler un peu de votre stratégie, de votre ambition. Mais juste avant ça, comme vous êtes en charge de la communication, je suis obligé de vous poser une petite question un peu plus triviale. Ce nom Mistral, Audrey, il vient d'où ? Alors ce nom Mistral, je suis certes en charge de la communication, mais ce nom avait été trouvé sans qu'il y ait d'experts de la communication. Ce nom, je pense qu'il vient du fait que le vent est très français et très disruptif et vient quand même tout prendre sur son passage, et puis qu'il y avait IA dedans. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, merci pour les présentations. Audrey, quand on s'intéresse un peu à l'IA en France, en Europe, c'est difficile d'avoir une conversation sans lancer ce nom Mistral. Pour autant, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est quoi le pitch ? Présentez-nous Mistral, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Alors Mistral AI, c'est une entreprise qui est basée à Paris, qui a 2 ans et qui crée des modèles d'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle l'IA frontière, et qui accompagne ces modèles d'à la fois des solutions et des produits plutôt à destination des entreprises et qui a pour vocation de mettre cette technologie dans les mains de tous de manière décentralisée, avec de la portabilité. Ça veut dire que ces modèles, ils peuvent être déployés où les clients le souhaitent, et puis avec une emphase très forte sur l'open source. Tous les modèles de Mistral, il y a eu des modèles open source et des modèles non open source, mais ça fait partie des engagements très forts de l'entreprise. Et puis une ambition très forte d'être transparent en matière de technologie, parce qu'on pense que cette technologie est tellement transformatrice que pour être adoptée et comprise, il faut être le plus transparent possible sur comment ça marche. On y voit un peu plus clair, merci. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur la grande actualité de cette dernière rentrée. Vous avez annoncé le 9 septembre une nouvelle levée de fonds d'un montant très important, 1,7 milliard d'euros, ce qui portait votre valorisation à 11,7 milliards. Avant de décortiquer un peu ces chiffres, je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, du calendrier, du timing de cette levée de fonds. Dans quel contexte est-elle intervenue ? Est-ce que c'était simplement un moment nécessaire de votre développement pour financer des investissements futurs, votre croissance ? Est-ce que c'était peut-être aussi, par ricochet, un moyen de faire taire certaines rumeurs de rachat ? On ne lève pas des fonds pour faire taire des rumeurs de rachat, mais comment tout ça se jouait dans la séquence ? Pourquoi cette levée à ce moment-là ? Alors, il y a plusieurs choses. Quand on est une start-up dans l'intelligence artificielle, il faut avoir en tête que c'est une technologie qui coûte très cher à produire. Donc, on a toujours besoin de davantage de capitaux. Ça nous permet de continuer à innover. Ça nous permet effectivement de faire avancer la R&D et donc d'avoir des modèles qui vont encore mieux servir nos clients. Donc, en fait, il y a une recherche permanente d'investissement et de fonds. Et en fait, cette nouvelle levée de fonds, cette série C, elle a intervenu de manière assez intéressante. C'est qu'il y a d'abord eu une discussion qui était une discussion commerciale avec ASML. Donc ASML, c'est une très très belle entreprise européenne, une des plus grandes entreprises européennes. Ils font de la lithographie et donc ils impriment, ou en tout cas ils créent les machines pour imprimer des puces. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement technique, d'extrêmement précis. Et donc on a commencé à avoir une discussion
d'abord pour aider ASML à améliorer ses processus grâce à nos modèles. Et puis, au cours de cette discussion, ASML a trouvé que ce qu'on faisait était assez intéressant et c'est un peu aussi retrouvé dans Mistral et dans l'esprit Mistral et la manière dont on a travaillé et a voulu aller plus loin dans ce partenariat et créer un vrai partenariat stratégique de long terme et donc investir chez nous. Et puis, à partir du moment où vous avez un lead dans une levée de fonds, et ben en fait, vous trouvez d'autres partenaires pour réinvestir. Et ce qui était très intéressant pour nous aussi dans cette levée, au-delà du fait qu'elle vient quand même d'une discussion commerciale, donc d'un acteur qui croit en notre capacité à servir bien nos clients, c'est que tous les autres investisseurs sont des investisseurs existants, donc des gens qui avaient déjà investi chez nous et qui se sont dit que ils avaient toujours confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs et qu'ils avaient envie de réinvestir. Donc ces deux éléments-là, je trouve, sont très forts sur cette série C parce qu'elle n'est pas opportuniste, c'est une série C de confiance, soit de nos clients, soit de nos investisseurs existants. Alors c'est très intéressant, je voulais justement qu'on revienne un petit peu sur ASML, qui est une entreprise qui est centrale dans la chaîne de valeur de l'IA dans le monde entier, mais qui est quasiment inconnue du grand public, et même presque quasiment inconnue, même des gens qui sont un petit peu curieux sur les nouvelles technologies. C'est une entreprise qui est sous-traitante des gens qui fabriquent ensuite les puces qui sont utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles, c'est ça. Ils sont tout en haut de la chaîne de valeur de l'IA, ouais. Et donc, ils sont néerlandais et ils ont apporté, vous parliez de lead, quel lead? Ils ont apporté 1,3 milliard sur les 1,7. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose de stratégique et durable. C'est pas un affichage pour se mettre à côté de Mistral. Non, c'est pas du tout. Et puis, c'est une entreprise qui n'a pas besoin d'affichage pour se mettre à côté de Mistral. C'est un partenariat très stratégique pour eux. Je pense qu'ils ont vraiment vu deux points. Le premier, c'est que c'est une entreprise, quand vous discutez avec eux, ils vous disent « Nous, on va pas aller sur des choses qu'on sait pas faire. » Et donc, c'est des gens qui sont extrêmement focus. En revanche, ils vont aller chercher les meilleurs partenaires pour faire ce dont ils ont besoin. Et donc, ils ont vraiment identifié des besoins très concrets de développement de l'IA pour améliorer leur process. Donc, on parle d'observabilité, notamment de précision de la gravure des machines. Donc, on est sur des cas d'usage qui sont d'une complexité vraiment ultime. Et ils se sont dit, on va se rapprocher d'un acteur qui sait faire ça, mais qui sait le faire d'une manière peut-être un peu différente de ses concurrents, qui se concentre sur la partie résoudre les problèmes des entreprises et qui va travailler vraiment avec nous. Et c'est ça qui est très intéressant dans la démarche d'ASML, c'est de se dire, c'est un vrai partenariat. Nous, on a des salariés, des solution architects qui sont chez ASML, qui regardent avec eux quels sont les problèmes et comment l'IA peut devenir une vraie solution pour les régler. C'est intéressant, ça m'amène à vous poser une question sur la manière dont vous travaillez avec vos clients, notamment les grands comptes. Je voulais qu'on aborde ce sujet parce que depuis le début de l'année, on a vu pas mal de belles annonces de gains de contrats de Mistral avec, je pense surtout à des grandes entreprises françaises. C'est pas les seuls, on le voit avec ASML. Par exemple, Stellantis, CMA-CGM, BNP, des cas sur lesquels vous avez communiqué. Et je voyais des choses intéressante, mais qui pose des questions dans votre rapport à ces boîtes-là. Le lancement d'un laboratoire d'innovation et d'une académie de transformation chez Stellantis. Le fait de dépêcher une équipe d'une 20aine de personnes de Mistral chez CMA. Tout ça, c'est hyper intéressant, mais comment une entreprise comme Mistral, qui certes va très vite, mais reste une PME, arrive à encaisser la charge d'accompagner des géants, des mastodontes de l'économie, française ou non? Ça, c'est effectivement le point qui est crucial pour nous, c'est d'aller très vite sur le recrutement sans effectivement compromettre la qualité des talents. Et ça, c'est un point qui est important. Et là-dessus, alors on recrute beaucoup. J'invite tous les auditeurs du podcast à aller regarder s'il n'y a pas un poste pour eux chez nous. Je ne pense pas que vous ayez de problème de candidature, de volume de candidature entrantes. Ça dépend des types de métiers. Okay, pour le coup, effectivement, sur les fonctions scientifiques, les ingénieurs, on peut avoir des petites difficultés à trouver les talents en IA qui sont là. On grandit très vite. Après, c'est vrai que le fait d'envoyer des experts dans les entreprises, on pense qu'à long terme, c'est la bonne manière de faire. Il y a une étude du MIT qui est sortie qui montre que seulement 19% des cas d'usage ou donc des proof of concept d'IA dans les entreprises fonctionnent et donc il y a un taux d'échec qui est énorme aujourd'hui dans l'implémentation de l'IA dans les entreprises. Nous, on a un peu décidé de prendre le sujet d'une autre manière. On ne fait pas du sur-étagère. On va aller avec ces solution architects dans les entreprises, identifier avec eux les cas d'usage qui nécessitent
une expertise IA, et ça, il faut le dire aussi, l'IA ne peut pas tout résoudre, et donc il y a aussi des cas d'usage qui n'ont pas besoin de faire appel à l'IA. Et puis après, de regarder comment on résout ces problèmes. Ces problèmes-là, ils peuvent être résolus avec parfois des branchements qui sont relativement simples, ça peut être du RAG, mais parfois, ils vont nécessiter d'entraîner un modèle sur la donnée du client, et donc d'avoir un modèle extrêmement spécialisé. Il peut nécessiter de mettre en place des connecteurs et des agents très spécifiques. Donc tout ça, nous on pense vraiment que c'est par la spécialisation totale et la personnalisation totale de l'offre qu'on va avoir et du partenariat main dans la main avec ses clients qu'on va arriver à du succès et créer de la valeur pour eux. Vous aimez l'industrie chez Mistral ? On aime bien l'industrie parce que c'est des cas d'usage qui sont complexes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est une entreprise qui est une entreprise de science. La plupart de nos salariés sont des scientifiques, des ingénieurs, qu'on a 3 co-founders qui sont des vrais scientifiques, et que je pense qu'ils aiment bien cette idée que l'IA va pouvoir d'abord révolutionner le rapport de l'homme à la machine, et c'est là où l'industrie revient dans le jeu, et puis comment on met cette technologie au service des humains. Et donc, c'est là aussi où la partie industrielle, elle est très intéressante. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de poursuivre une quête d'intelligence artificielle générale. On veut, avant tout, résoudre des problèmes et améliorer le progrès technologique. Et ça passe, on pense, beaucoup par l'industrie et par le fait d'aller spécialiser des modèles pour résoudre des problèmes techniques, sophistiqués, et qui vont derrière, effectivement, dégager du temps aux humains. On voit votre volonté d'avoir un rôle dans la structuration d'une filière IA, de ne pas vous cantonner uniquement au modèle, au logiciel. J'en viens à cette annonce un peu plus tôt dans l'année de cette offre Mistral Compute. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous en quoi consiste cette offre, pourquoi cette annonce, qu'est-ce que ça permet ? Alors, Mistral Compute, je vais revenir à la genèse du projet. La genèse du projet, c'est que 1 an avant l'annonce qui s'est faite à Vivatech en juin, notamment avec le président de la République et Jensen Huang, qui est le CEO fondateur de NVIDIA, 1 an avant ça, on se dit, donc on est encore une toute petite équipe, on est une 50aine, on se dit que à un moment, dans ce contexte géopolitique un peu complexe, cette surconcentration de l'industrie, donc où effectivement le nombre d'acteurs de l'IA se réduit sur des groupes plutôt intégrés avec des spécialistes de l'IA qui sont accolés à des hyperscalers. On se dit qu'il est quand même important pour nous d'organiser une forme d'indépendance pour l'entraînement des modèles. Donc, on avait des prestataires qui font ça très bien, on les a toujours, mais on se dit que si à un moment ça tourne mal, c'est quand même pas mal d'avoir une branche en autonomie. Et donc, à ce moment-là, on décide de lancer un premier data center. Il s'avère qu'on choisit un site en France et ça a plein d'avantages. La première, c'est effectivement, ça réduit la latence d'avoir un data center qui est à peu près proche du siège et de là où se trouvent nos scientifiques. Mais surtout, la France a une économie nucléaire décarbonée, donc ça permet aussi de réduire notre empreinte carbone, et on sait que les modèles ont une empreinte carbone importante. Et donc, on choisit ce site, ce data center, on se lance dans le process d'acquérir les puces. Et donc, en fait, c'est un parcours qui est assez complexe, le parcours de lancement d'un data center spécialisé dans l'IA. Donc, on se lance là-dedans de manière peut-être un peu à la Mistral, donc avec beaucoup d'ambition et aussi peut-être un petit peu de naïveté. Mais toujours est-il que ça fonctionne. Et surtout, on se dit, si on a eu besoin de le faire nous-mêmes à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas trouvé l'offre spécialisée en IA qui nous convenait. Et à partir de là, on se dit, en fait, si nous, on n'a pas trouvé ce qui nous convenait pour nous, potentiellement nos clients européens ne trouvent pas non plus ce qu'ils cherchent. Et donc, c'est comme ça qu'on se dit, en fait, il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste avoir un data center pour nous et pour notre propre entraînement de modèle. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on ait une offre qui nous permet effectivement d'offrir à nos clients toute la chaîne de valeur. Donc, depuis effectivement la stack avec le hardware jusqu'à la solution de software et les modèles et la partie logicielle. Je suis désolée, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce... On a l'habitude. Et donc, on augmente la capacité, on crée une vraie offre, on commence à recruter une équipe et on fait un partenariat qui donc va un peu plus loin avec NVIDIA et pour avoir aussi davantage de puces. Et ça, c'est intéressant parce que on va appliquer la même philosophie et la même manière de regarder les choses à la partie infrastructure que ce qu'on avait sur la partie modèle, à savoir de la portabilité,
à savoir de la customisation pour les clients, et donc offrir vraiment la même approche, mais côté infrastructure. Et donc effectivement, là, on a un site à Bruyères-le-Châtel qui va bientôt entrer en fonction. Et puis, on va continuer à déployer des sites en Europe. Arthur Mensch disait aux Échos à la rentrée, on branche les serveurs. On est en train de brancher les serveurs. On est en train de brancher les serveurs, ouais. Ok, et peut-être un feeling un peu commercial, il y a de la demande entrante suite à cette annonce, ça se présente comment ? Il y a beaucoup de demandes entrantes suite à cette annonce qui me fait dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on le sait, il y avait un retard assez criant de l'Europe en matière d'infrastructure. Donc ça, c'est un point important, c'est que ça répond à ce manque. Et puis, je pense qu'il y a un autre aspect qui est effectivement... Dans un contexte géopolitique qui est quand même complexe, où cette technologie, l'IA, c'est pas juste une technologie comme une autre, elle a un rôle très important dans les échanges internationaux, elle a un rôle très important sur les enjeux de compétitivité des régions, donc elle devient aussi une technologie qui va avoir un pouvoir très fort sur le futur de chaque région, et donc en l'occurrence de l'Europe. Il y a une envie et un besoin d'autonomie stratégique. Et donc, je pense que ça aussi, ça crée quelque chose. Aujourd'hui, en Europe, on importe 80% de biens et de services numériques depuis les États-Unis. Je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, d'organiser davantage d'autonomie, ou en tout cas, de se dire qu'on a le choix. Nous, c'est plutôt ça ce qu'on prône, c'est de dire aux gens, si la solution américaine, c'est la meilleure solution et que c'est celle-là que vous voulez, il n'y a pas de sujet et on continue tous d'acheter des biens et des services américains. En revanche, il faut qu'on ait le choix. Il faut qu'on ait le choix d'avoir en Europe une offre qui soit une offre de la même qualité et qui réponde aux besoins de nos clients. Et ça me semble assez important, surtout dans un contexte qui est plus tendu. Et il va falloir développer ça sur les secteurs les plus stratégiques au niveau européen. Je pense notamment à la défense, je pense à la santé. Il y a un enjeu quand même à organiser une forme d'autonomie parce que sinon, on va ne faire qu'accélérer la domination américaine en matière d'IA, avec tout ce que ça comporte comme conséquence d'un point de vue compétitivité de l'Europe. Un des points qui est très important dans la structuration de la filière, c'est l'accès aux capitaux, notamment. Vous avez levé 1,7. Les Italiens de Domine AI annoncent l'ambition de lever. Ils n'annoncent pas une levée, ils annoncent l'ambition de lever 1 milliard dans les 6 prochains mois. C'est des opérations qui étaient quasiment inexistantes il y a encore quelques mois en Europe. Est-ce que vous pensez que sur cette partie-là du débat, on est en train de passer un cap en Europe, que c'est possible de parler de milliards pour des entreprises d'IA ou des entreprises technologiques de manière générale ? On a changé de dimension ? Je pense qu'on est en train de changer de dimension. Je pense qu'on est en train de changer de dimension pour deux raisons. La première, c'est que cette industrie est une industrie qui coûte très cher et donc il y a besoin de ces niveaux-là de capitaux. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une notion juste de pragmatisme. Et je pense que le deuxième aspect, c'est un aspect plus d'optimisme. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, il faut lever autant d'argent et oui, il ne faut pas se dire qu'en Europe, on n'y arrivera pas parce qu'on est européen. Et il y a un enjeu en Europe à changer un petit peu notre manière de regarder ça et avoir plus d'ambition et à être assez optimiste pour l'avenir parce que sans ça, pour le coup, si on part perdant, on arrive perdant. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, à prendre plus de risques et à être beaucoup plus optimiste sur l'avenir, à aller chercher des capitaux. En Europe, on nous disait que c'était impossible de lever ces sommes-là en Europe. La réalité, c'est qu'on l'a fait. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement plus vertueux et plus optimiste qui naisse en Europe, clairement. C'était déjà un mot-clé quand on s'est parlé pour préparer l'émission. Vous me disiez, il y a ce rapport à l'échec qui est assez différent en Europe. Et puis, je vous posais la question du rapport à la régulation et vous me disiez que ça vous agaçait un peu d'entendre qu'une entreprise pouvait échouer uniquement parce qu'il y avait trop de régulation. Parce qu'il y a toujours ce cliché, les États-Unis innovent, l'Union européenne régule. Vous êtes en charge des affaires publiques aussi chez Mistral. Comment vous voyez ce sujet-là ? On est au bon niveau de curseur sur la réglementation en Europe, il y a des choses qui devraient bouger selon vous. Vous avez joué un rôle, vous Mistral, assez important dans le débat sur l'IA Act européen. Comment vous voyez tout ça aujourd'hui ? Alors, effectivement, moi, je dis beaucoup que si le seul problème de l'Europe était la régulation, on n'aurait pas trop de problèmes. Parce que, effectivement, le plus gros sujet, ça n'est pas la régulation elle-même. Il y a des enjeux économiques, des enjeux de compétitivité qui ne sont pas que liés à la régulation.
la régulation européenne, elle est là, et elle est là pour protéger les citoyens. C'est la manière dont est conçue la régulation européenne. Donc, effectivement, sur l'IA, il y a un cas qui est un tout petit peu compliqué à imaginer, qui est qu'on se met dans une posture de protection des citoyens avant même de savoir quels vont être les effets de cette technologie qui va très vite. Donc, c'est là où il y a eu une tension qui était très forte dans le débat, parce qu'on a voulu tout de suite réguler pour protéger, avant même de savoir quels étaient les effets. Et puis, tout ça s'organise et puis va trouver sa place. Le vrai sujet de la régulation en Europe, c'est l'enchevêtrement des régulations, c'est le millefeuille européen, c'est la fragmentation, c'est le fait de ne pas avoir complètement achevé l'Europe et donc de se dire qu'en fait, on n'a pas une régulation, mais la réalité, c'est qu'on en a 27. Donc ça, effectivement, c'est compliqué pour toutes les entreprises et a fortiori, quand vous êtes une start-up et que vous avez une toute petite équipe qui est dédiée à ça, oui, c'est très compliqué quand vous êtes obligé d'aller demander à des chercheurs qui devraient plutôt travailler sur les nouveaux modèles, de remplir des papiers et des papiers et des papiers pour se conformer aux obligations de la documentation prévues par les différentes régulations. En revanche, moi, ce que je trouve assez intéressant en ce moment dans l'univers des affaires publiques en Europe, c'est qu'on voit qu'il y a quand même ce rapport entre innovation que je lie à la question de la compétitivité et régulation, il est quand même en train de s'équilibrer, en tout cas par la prise de conscience. Il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience qu'on ne joue plus tout seul dans une petite bulle européenne, qu'on a des concurrents américains qui ont affirmer la dérégulation, qu'on a des concurrents chinois qui ont une manière différente de réguler, mais pour le coup qui, eux, boostent leurs entreprises et font fi d'autres régulations, avec tous les problèmes que ça pose, notamment en matière de respect de la vie privée, etc. Et donc, je pense que là, on est arrivé à un moment où l'Europe comprendre quelque part qu'elle n'est plus toute seule dans le monde et qu'il va falloir tenir compte de ça. Ça ne veut pas dire lâcher sur ce qui est important pour nous, à savoir la protection des individus. Ça veut dire, pour moi et nous, chez Mistral, ce qu'on dit beaucoup, c'est ça veut dire que les règles du jeu, elles doivent s'imposer à tous. Donc nous, on est une entreprise européenne, basée en Europe, qui va entraîner ses modèles en Europe. Donc pour le coup, on est complètement soumis au droit européen. On veut que nos concurrents, quand ils viennent ici, ils soient soumis aux mêmes choses, et ça nous semble plutôt juste. Et puis, ça veut dire qu'il faut un petit peu nettoyer juste le millefeuille, quoi. Vous avez des éléments dans l'IA Act qui sont en enchevêtrés avec des choses du RGPD, qui sont enchevêtrés avec DORA, qui est la réglementation des services financiers. Et puis après, vous avez NIS 2. Enfin, en fait, il y a quand même un millefeuille et un truc qui est un peu compliqué à comprendre. On va prendre tout ça, on va te mettre tout ça dans une IA qui fera très bien, en tout cas, le constat de ce qui s'enchevêtre. Et puis, il faut lancer des opérations de simplification. Mais il ne faut pas revoir fondamentalement ce qui fait la force de l'Europe, à savoir la protection des consommateurs. Je voudrais qu'on revienne aux ambitions de Mistral. On a pas mal parlé de 2025. Je voudrais qu'on se projette un peu sur les mois et les années à venir. Alors peut-être déjà les mois, vu le rythme. Vous travaillez aujourd'hui avec à peu près la moitié du CAC 40. Les chiffres bougent un peu selon les couvertures presse, mais c'est à peu près ça qu'on comprend. Vous avez un soutien institutionnel fort en France. Tout ça pour dire que peut-être il devient urgent d'aller voir ailleurs, en tout cas de se porter à l'international justement. Quels sont les prochains grands terrains de jeu, ceux qui sont peut-être déjà amorcés? L'Europe d'abord pour consolider, ou vous avez déjà une présence aux États-Unis? Comment ça se passe? Quels sont les paris là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces ambitions? Alors aujourd'hui, on a une présence en France évidemment, à Londres, à Palo Alto, à New York, à Singapour. Et effectivement, on a la chance d'avoir eu beaucoup de grandes entreprises françaises qui nous ont fait confiance très vite. Aujourd'hui, on a plusieurs ambitions. La première, c'est effectivement d'augmenter l'expansion internationale, notamment en Europe. Là, on revient de Tallinn en Estonie, où on était avec Arthur la semaine dernière. Et donc, effectivement, d'aller pousser l'adoption de nos solutions dans d'autres pays, et notamment dans le secteur public. Ça, il y a un point qui est très fort sur la capacité de cette technologie à transformer l'action publique et à mieux servir les citoyens. Donc ça, vous avez annoncé pas mal de contrats avec des États, ouais. Le Maroc récemment. Le Maroc, le Luxembourg. Et effectivement, c'est un point important parce que aujourd'hui, l'action publique, elle peut être modernisée, elle peut surtout mieux servir les citoyens. Et donc, cette technologie, elle peut permettre ça. Et il y a des États, je pense aux
Grand-Duché du Luxembourg, effectivement, qui a engagé quelque chose d'assez transformatif au niveau global, de se dire on va prendre toutes les verticales, on va parler d'éducation, on va parler de santé, on va parler d'administration fiscale, et on va regarder, exactement comme le font les entreprises, comment cette technologie, elle peut nous aider à améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours avec cet aspect de comment on sert au final mieux le citoyen. Nous, on travaille en France, on travaille avec France Travail, par exemple, sur le fait de mieux mettre en relation les offres et les demandeurs pour concrètement qu'on n'ait plus des cas où on envoie quelqu'un qui a un bac+10 chez McDo. C'est cet exemple qu'on a vu pendant des décennies. Et tout ça, ça se fait dans la machine et ça fait que l'agent, il a plus de temps, en fait, à passer avec le demandeur d'emploi. Donc oui, il y a cette expansion internationale qui passe à la fois par plus d'actions sur le service public, mais aussi avec les entreprises. On a une traction qui est assez forte en Asie, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on a ouvert notre bureau à Singapour et on recrute de manière importante en Asie. Il y a des opportunités pour nous en Asie du Sud-Est, il y a des opportunités pour nous en Corée beaucoup, en Australie aussi. Et puis, sur le continent américain, il se passe pas mal de choses aussi, parce que je pense que notre différenciation vis-à-vis de nos concurrents, elle résonne pour pas mal d'acteurs aux États-Unis, donc notamment sur les enjeux d'open source, sur les enjeux de portabilité de la technologie. C'est des choses qui sont importantes pour les acteurs, même américains. Et puis, on était aussi au Canada il y a pas longtemps. Alors, il y a effectivement la proximité linguistique qui joue, et ça, c'est un point important aussi, c'est que Mistral, on a été les premiers à entraîner nos modèles sur d'autres langues que l'anglais. Et on met un point d'honneur, effectivement, à continuer ce travail sur les langues et à s'assurer que cette technologie, elle reflète la diversité du monde et cette diversité, elle passe aussi par les langues. Et donc, ça parle à beaucoup d'États. Donc, effectivement, cette nouvelle levée de fonds, elle nous permet d'accélérer l'expansion internationale un peu partout dans le monde, pour le coup. On a parlé de Mistral Compute, on a parlé de la levée de fonds de septembre. On n'a pas encore dit un mot du produit qui fait partie de ceux qui vous ont fait connaître du grand public, et le chat, votre robot conversationnel grand public. Or, la concurrence s'active pour dessiner un futur du web qui semble moins passer, en tout cas moins uniquement passer par les moteurs de recherche classiques, mais de plus en plus considéré comme porte d'entrée ces robots conversationnels pour accéder à l'information, pour acheter des produits. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ambition du chat dans les mois à venir ? Est-ce que, par exemple, on pourra bientôt payer un produit directement dans une conversation avec le chat et le futur du web ? 3 petits points. Alors, je ne sais pas si le chat est le futur du web. Le chat a toujours été très, très important dans l'histoire du web. Mais pour le coup, c'est vrai que nous, on a plutôt, jusqu'à présent, mis l'accent sur notre stratégie B2B. Et donc, effectivement, le premier chose qu'on a faite, c'est de faire en sorte que nos modèles soient déployés dans les entreprises et servent les problèmes des entreprises. À l'origine, le chat, c'était avant tout un démonstrateur et qui visait surtout à montrer au grand public le pouvoir de cette technologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le chat, il est sorti en février 2024. Il n'a eu une application qu'un an après. Donc, effectivement, le chat, il a du potentiel, mais il ronronne un peu par moment. Le chat, il va continuer à se développer avec, effectivement, ce regard sur le monde qui est qu'il faut davantage de diversité, qu'il faut que nos utilisateurs aient le choix, donc le choix des sources. Et puis, je pense surtout à un point extrêmement important sur le respect de la vie privée, ou en tout cas le fait d'être très transparent sur ce que c'est le chat et ce que ne c'est pas le chat. On arrive dans un monde où le point d'entrée vers l'information va être assez vraisemblablement l'agent conversationnel ou en tout cas le chatbot. Et on le voit de plus en plus, les gens rentrent dans l'information par ces outils-là. Ces outils-là, il n'y en a pas des milliers, donc ça veut dire que les gens qui détiennent ces outils ont potentiellement un pouvoir extrêmement important sur la manière dont les gens vont s'informer, sur la manière dont les gens vont consommer, sur la manière dont les gens vont se former un esprit critique. Et donc, dans un monde où effectivement le nombre d'acteurs se compte sur les doigts d'une main, on pense que c'est important à minima de mettre de la transparence sur ce que ces outils savent sur vous. Donc par exemple, chez Mistral, vous pouvez en
permanence, enfin sur le chat, vous pouvez en permanence voir l'historique des conversations passées, quelles sont les informations que le chat a sur vous, les supprimer si vous le voulez. Et ça, c'est fondamental parce que le business model des entreprises dont on parle, c'est des entreprises qui viennent du monde de la pub. Et donc, le business model assez naturel d'un agent conversationnel, ça va être la pub. Sauf que ça va être une pub qui sera illisible à l'œil de la personne qui va la regarder. Donc, c'est potentiellement pas gênant si au bout d'un moment, il vous propose d'acheter des Adidas plutôt que des Nike sur la base de discussions qui sont basées sur de l'émotion, sur de la sympathie. Ça devient votre ami, l'agent. Donc ça, à la rigueur, c'est embêtant, mais ça se gère. En revanche, quand il s'agit d'influencer votre pensée politique, votre pensée critique, là, ça va être beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus dangereux pour la démocratie. Donc, c'est très important qu'on regarde l'évolution des agents conversationnels et qu'on y mette davantage de transparence, de respect de la vie privée et d'outils de choix pour les gens qui les utilisent. En tout cas, nous, on continue de se distinguer sur le chat de la même manière qu'on l'a fait avec les modèles, sur les aspects de portabilité, de transparence, de choix et de respect de la vie privée, parce qu'on pense que ça va devenir un des enjeux cruciaux des années à venir à très, très, très court terme. Ce que vous dites, je reformule, vous me contredisez si c'est inexact, mais c'est qu'on va avoir assez logiquement assez vite de la publicité dans les réponses ou dans la conversation qu'on a avec le robot conversationnel d'IA. Ces réponses, elles peuvent être ponctuées ou influencées par quelqu'un qui est venu payer pour afficher un message et influencer la réponse, passer son produit ou passer son idée. Et la question, ce n'est pas forcément mal en soi, mais il faut que ce soit le plus transparent et le plus clair possible. Et ça, il y aura des stratégies différentes selon les acteurs. Exactement. C'est aussi une des parties du futur du web, une des conversations qui, je pense, n'a pas fini d'animer les débats autour de l'IA, et je pense qu'on y reviendra assez vite dans Changement d'époque. Il y a un autre pan du débat public qui est assez crucial et qui, je crois, vous tient aussi à cœur, c'est celui de l'impact environnemental des IA génératives notamment, et de la mesure de cet impact. Vous avez été le premier ou l'un des premiers cet été à publier une étude de mesure d'impact d'un modèle, de son cycle de vie, dans une étude publiée, je le dis pour celles et ceux qui voudraient s'y référer, le 22 juillet, et qu'on peut trouver en intégralité sur votre site dans la rubrique des actualités. C'est vous qui avez directement supervisé ce travail, Audrey. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche et quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Ce qui a motivé cette démarche, c'est assez intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Mistral se crée, donc on va dire avec le premier salarié, donc juillet 2023, il faut sortir évidemment un modèle le plus rapidement possible. La puissance de calcul, ça coûte très cher. Donc il y a dès l'origine une contrainte très forte sur faire un modèle avec une très forte performance, mais avec pas beaucoup d'argent, si je schématise. Et donc, on a un modèle, le 7B, qui a été entraîné sur très peu de puissance de calcul. Et c'est sa grande force, ce premier modèle. C'est effectivement le 7B, quand il sort, il révolutionne un peu l'industrie, parce qu'on se dit, oh là, on les avait pas pu venir. Et en plus, ils ont réussi à faire quelque chose de pas mal avec pas grand-chose. Et donc, de cette contrainte, on a des modèles qui continuent d'arriver avec, effectivement, cette idée qu'on a des modèles qui sont plus efficients que nos concurrents. Et donc, partant de ce constat-là, plus efficient, ça veut dire que potentiellement, intuitivement, il pollue moins. Mais tout ça, c'est intuitif. Et donc, on se dit assez vite qu'il serait intéressant d'objectiver ça. De se retrouver dans des situations où, quand on est avec des clients ou des prospects, oui, on va leur dire intuitivement, l'empreinte carbone, elle est moindre, mais intuitivement, c'est pas satisfaisant quand vous travaillez dans une entreprise qui est remplie de scientifiques. Et donc, on se lance très tôt, en juillet 2024. Donc, il faut, voilà, la boîte, elle a 1 an. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui se lancent dans une analyse du cycle de vie au bout d'1 an. Donc, on se dit que c'est important de faire ça. D'abord parce qu'on a une conviction au niveau de l'entreprise qui est que le changement climatique est un problème et qu'il faut y apporter à minima des choses sérieuses et au mieux des réponses, ce qui n'est plus le cas partout dans le monde. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on pense que ça a aussi de la valeur pour les gens avec qui on travaille, donc nos partenaires et nos clients, d'avoir un petit peu une compréhension de où on se place et comment les choses se passent.
Et donc, on se lance dans l'analyse du cycle de vie des modèles. On y va avec Carbone 4, qui est donc une société de conseil qui a été fondée par Jean Covici. Et donc, on se lance avec des gens qui sont réputés pour leur sérieux et leur rigueur et qui ne sont pas forcément extrêmement en soutien fort à l'IA. Mais justement, c'était aussi l'objectif de notre côté, de ne pas tomber dans du greenwashing du tout, parce qu'on sait que cette technologie, elle a un impact carbone important. Et puis, en parallèle, on commence à discuter avec l'ADEME, et l'ADEME nous dit, moi, je veux bien faire ce chantier avec vous, parce qu'on pense que comme il n'y a pas de méthodologie qui fait consensus, ça va être intéressant de vous accompagner dans ce travail-là, parce que ça va pouvoir nous aider à développer une méthodologie qui pourra faire référence. Et donc, c'est un chantier qui a pris quasiment 1 an. Donc, c'est un chantier qui est très important. On a fait le cycle de vie de 2 modèles à ce moment-là, le plus gros et le plus petit, pour avoir effectivement une échelle de comparaison. Ça a nécessité beaucoup de travail, d'extraction de données, avec des questionnements importants sur quel type de données on peut utiliser. Il y a un enjeu effectivement de secret des affaires qui est très important dans notre industrie, donc comment on pouvait partager certaines données, certaines autres non, en fonction des résultats qu'on publiait, si on faisait une sorte de reverse engineering, on pouvait trouver aussi des données qui étaient sensibles. Donc tout ça a été un peu complexe à faire. Dans la chaîne de valeur, comme on est remonté tout en haut de la chaîne de valeur, forcément, tous les acteurs ne sont pas transparents tout au long de la chaîne. Donc, il y a des moments où on a dû faire des hypothèses. On n'est pas très bien sûr de ce qu'on a fait. En revanche, on est arrivé à quelque chose qui nous semble à minima rigoureux sur la méthode. Et ça, c'était très important. On a fait l'objet aussi d'une revue de pairs. Donc, il y a des chercheurs qui ont revu notre méthodologie. Ça a fait l'objet de plein de débats en interne, parce que quand vous avez Carbone 4 qui vient présenter à l'ensemble de la boîte ce qu'ils ont fait et que vous vous adressez à 40 polytechniciens, vous vous attendez pas du tout au fait que tout le monde va venir discuter la formule, je sais pas quoi, et la méthodologie. Et ça a relancé. C'est pour ça que ça a pris 1 an, parce que ça a relancé des débats extrêmement vite, mais c'est vachement bien, parce que ça veut dire aussi que c'est un sujet qui a été pris par tout le monde. Sur ces enjeux-là, c'est vachement important. Et donc, on a publié cette première analyse du cycle de vie des modèles. Ce qui était important pour nous, c'est d'avoir une méthodologie rigoureuse. C'était vraiment ça l'ambition. C'était pas tant le résultat que le chemin. Et puis, ce que ça nous montre que, oui, ça pollue. Ça, c'est pas un secret, mais il y a un moment où il faut le dire aussi, parce que nos concurrents, ils publient des chiffres qui sont parfois risibles. Donc ça, c'était important d'être assez honnête là-dessus et de ne pas se voler la face. Et puis surtout, c'est à partir du moment où vous avez un chiffre que vous pouvez mettre en place des techniques pour améliorer les choses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand même que ce qui pollue le plus, c'est l'entraînement. Donc, il faut se dire que l'inférence, elle pollue quand même beaucoup moins. Maintenant qu'on a ces éléments, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'abord, on va pouvoir se dire qu'à partir de là, on peut réussir à trouver le point d'équilibre d'un modèle, c'est-à-dire au bout de combien de temps d'usage du modèle, on commence à compenser son entraînement. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que ça dit très clairement que quand vous basculez d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée, vous avez un impact qui est très fort dans la réduction d'impact carbone. Donc ça, c'est un point qui est très important, et c'est pour ça aussi que mettre notre entraînement des modèles à Bruyères-le-Châtel en France, ça va résoudre une partie du problème. Et puis le dernier point, c'est un point un peu d'éducation générale à l'usage des modèles, qui est qu'on n'a pas toujours besoin du plus grand modèle. Et ça, c'est un peu un message pour nos clients et pour tous les utilisateurs, qui est, il y a une forme d'éducation à la frugalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire là je fais que 2 prompts au lieu d'en faire 25. En fait, ça, c'est assez marginal comme impact. En revanche, utiliser un modèle de code quand vous voulez faire du code, c'est plus pertinent que d'aller chercher un modèle de raisonnement quand vous voulez faire du code. Et donc, il y a une éducation à ça, à se dire on prend le modèle de la bonne taille avec la bonne spécialité pour répondre à nos cas d'usage. Et ça, c'est un enjeu plutôt de pédagogie générale à l'usage de l'IA qu'il faut qu'on pousse, nous, et on espère avec le plus d'acteurs possible. Est-ce que cette étude, c'était un one-shot ? Est-ce qu'elle a vocation à être annuelle, pluriannuelle ? Comment vous voyez ce travail s'inscrire dans le temps ? Alors, annuel, ça va être painful, mais oui. Non, elle a vocation à s'inscrire dans le temps. D'abord parce que on continue d'avoir des modèles qui sont publiés. Donc, ça va être intéressant de le mettre à jour avec les nouveaux modèles. Et puis, l'idée, c'est aussi d'embarquer des gens avec nous. C'est-à-dire que s'il n'y a que Mistral tout seul qui fait ce pas-là, ça ne fera pas beaucoup progresser le débat. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, l'idée pour nous, il est de mobiliser tous les
les acteurs avec nous. Et là, pour le coup, on dit à tous nos concurrents, n'hésitez pas à nous rejoindre, on pourra vous montrer comment faire. Vous y arriverez encore mieux que nous parce que vous aurez plus d'équipes, donc ce sera moins painful de votre côté. Et puis, je pense que c'est aussi comment on alerte les pouvoirs publics sur ce sujet. Il y a des facteurs qui peuvent permettre d'améliorer les choses sur le sujet de l'empreinte carbone des modèles, ou en tout cas de la question du développement durable en matière d'IA. Ça peut passer par des critères dans la commande publique, par exemple. C'est une manière assez vertueuse de pousser les acteurs à plus de transparence. Et puis l'autre aspect dont on ne parle pas assez, c'est aussi à quel point les clients sont extrêmement moteurs sur ces sujets-là. Nos clients, c'est pour la plupart des grandes entreprises qui sont soumises à des obligations de reporting extra-financier. Nous, grâce à cette étude, on va être en mesure de leur donner les éléments pour qu'eux puissent faire leur reporting extra-financier. Et eux peuvent être aussi prescripteurs sur ce domaine vis-à-vis des fournisseurs d'IA. Est-ce que l'espoir porté sur ce dernier point, est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu nuancé par une forme de relâchement de la pression, notamment avec les discussions autour de la simplification des réglementations européennes? Est-ce que l'étau se dessert pas un tout petit peu autour des entreprises qui auraient été contraintes de faire des efforts, à minima sur les chiffres? Pour le dire simplement, on n'a pas l'impression d'être dans un grand moment d'expansion, de prise en considération de l'impact environnemental des entreprises en Europe et dans le monde en général. Non, effectivement, ça ne va pas dans le bon sens. Et pour le coup, à titre personnel, mais je pense que beaucoup de personnes de Mistral rejoindront mon propos, c'est dommage. On ne peut pas se dire que notre planète brûlait il y a quelques mois ou années et puis que tout est résolu. C'est pas vrai, c'est pas résolu, ça s'empire. Il faut absolument prendre en compte cette chose-là. Effectivement, nous, on a une technologie qui, de fait, a un impact carbone important. Et on n'a jamais été dans une forme de naïveté où il y a eu une époque où tout un discours disait « Oh là là, oui, ça pollue, mais vous allez voir, grâce à l'IA, on va tout résoudre. L'IA va trouver la réponse au changement climatique. » On n'a jamais été là-dedans parce qu'on pense que c'est pas du tout avéré et c'est très naïf. En revanche, il y a des moyens assez concrets, assez pragmatiques, qui peuvent aider, en tout cas, à avoir des chiffres qui soient des chiffres sérieux. Et ça, c'est le premier point, c'est qu'on voit beaucoup de chiffres qui sont vraiment pas sérieux. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'exigence intellectuelle et scientifique de comparer des choses qui se comparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous comparez les chiffres que Mistral a rendus publics avec certains chiffres publiés par certains autres acteurs, effectivement, vous allez dire « Oh là là, Mistral pollue beaucoup ». Non, en fait, on ne pollue pas plus, c'est juste qu'on est plus transparent et plus vertueux et plus rigoureux d'un point de vue scientifique. Et donc, oui, on pense qu'il faut absolument se saisir de ce sujet-là. Et je ne pense pas que ce sujet-là soit celui qui freinera le plus la croissance des entreprises. Il y a effectivement de la documentation, c'est toujours pénible. On peut y arriver et ça peut être un vecteur, notamment en Europe. Je pense à la commande publique. Si on met des critères environnementaux dans la commande publique, dans le contexte actuel, on permet aux entreprises européennes d'accéder plus facilement à la commande publique. Audrey, j'ai envie de vous poser une question qui va sonner peut-être un peu métaphysique ou vertigineuse, mais je me demande à vous écouter, quand on est aujourd'hui chez Mistral, quel regard on porte sur l'état du monde? Parce que non seulement vous devez avancer très vite sur des chantiers qui sont pour certains titanesques, lever des sommes très importantes, avoir un rôle clé dans la structuration d'une nouvelle filière industrielle. Et on doit faire tout ça dans un contexte politique, économique, géopolitique. On en a parlé, vous avez lâché ce mot de géopolitique à plusieurs reprises dans la conversation. Un contexte qui n'a jamais été aussi incertain depuis, peut-être pas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais au moins depuis la chute du mur, à minima. Comment, dans une entreprise de polytechniciens, on factorise cette incertitude dans la prise de décision du quotidien? Effectivement, une question difficile. Désolé. Mais je suis pas sûre qu'on s'en rende tant compte parce que je pense qu'on a toujours vécu dans ce contexte-là. Donc moi, je le vois parce que j'ai été dans d'autres entreprises et que je fais partie des vieux de Mistral. Mais pour le coup, créer une start-up, c'est vivre l'incertitude permanente. Donc, en fait, c'est notre incertitude à nous qui est reliée à l'incertitude du monde et donc tout ça s'ajuste et s'adapte. Ce qui est vrai, c'est que ça crée beaucoup de plaques mouvantes. Donc, il y a beaucoup d'inconnus et en même temps, dans ces inconnus-là, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et donc, je pense qu'on revient un peu à cette question d'état d'esprit et d'optimisme. Il faut être un peu armé pour être optimiste. En revanche, toutes ces dynamiques font qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités parce que cette technologie-là, elle est
vraiment perçu partout dans le monde comme un levier de puissance internationale. Ce qui veut dire que au Moyen-Orient, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités de business parce que le Moyen-Orient voit cette technologie comme un levier d'opportunité internationale et de puissance internationale. L'Europe s'est saisie du sujet et donc, oui, on pourrait se dire que ça ne va pas suffisamment vite, mais il y a quand même plein d'initiatives, par exemple sur les infrastructures. Ça fait bouger les lignes sur la nécessité d'avoir des infrastructures en Europe. Ça fait bouger les lignes sur la question de l'autonomie stratégique qu'on a délaissée pendant plus de 20-30 ans. Ça crée aussi beaucoup d'opportunités. Donc, je ne dirais pas que c'est confortable. Créer une start-up dans l'IA, c'est pas confortable. En revanche, il y a plein d'opportunités et donc il faut plutôt regarder les choses avec optimisme et cette capacité à saisir les opportunités que ça crée. Merci beaucoup Audrey pour cette conversation très riche. Merci Laurent. Une conversation qui a un avantage que vous ne soupçonnez peut-être pas, mais qui permet de faire plein de ponts avec d'autres épisodes de Changement d'époque, certains déjà enregistrés, comme celui sur l'impact environnemental de l'IA, et d'autres à venir. On va parler data center très prochainement dans Changement d'époque, donc abonnez-vous si vous êtes encore là. On compte sur vous, plein de super épisodes à venir dans votre flux RSS. À très vite.